Avez-vous déjà rêvé d'avoir entre les mains une baguette magique? Une baguette magique capable de tout changer. De changer les vieilles maisons en belles maisons, les ordures en fruits et légumes, des terrains abandonnés en jardins fleuris, et même la violence et l'indifférence en convivialité. Une baguette magique, quoi, classique, donc avec les pouvoirs d'une baguette magique classique. Un matin, j'emmenais ma fille à l'école. Nous traversions, comme à notre habitude, notre quartier du centre ancien de Pointe-à-Pitre. Et là, Mimi, c'est ma fille, vous l'aurez compris, me dit « Maman, ces maisons sont vraiment très, très moches. Et si tous les enfants prenaient un pinceau et repeignaient ces maisons, on aurait de belles maisons, donc un beau quartier, et une belle ville, donc nous serions heureux de vivre dans cette belle ville. » En bonne maman, ne voulant pas froisser sa progéniture, je lui réponds « Mimi, ton idée est formidable. Mais tu sais, c'est pas trop possible. » Ce à quoi elle rétorqua « Ah bon, c'est pas possible, mais pourquoi c'est pas possible? » Bonne question. Quelque temps après, me voilà en réunion de quartier avec quelques voisins, quelques membres de notre association. L'objectif de la réunion, trouver le moyen de mettre en place des actions pour réagir à un environnement qui ne nous convient plus. En effet, le quartier de notre enfance où il faisait si bon vivre a été envahi depuis ces dernières années par la drogue, la prostitution, la délinquance, l'insalubrité. Et nous, habitants du quartier, avions bien l'intention de réagir. Nous étions très motivés, prêts à agir. À agir, oui, mais comment? Et c'est alors que l'idée de ma fille est apparue comme une évidence. Et si on commençait par repeindre nos maisons? Comme dit, comme fait. Nous nous sommes organisés. Nous avons commencé par apprendre les bons gestes. Nous avons commencé à apprendre comment préparer les supports, boucher les trous, poncer, poser la couche d'après, poser les couleurs. Il y a un peintre professionnel qui nous a accompagnés. Ensuite, on s'est mis à la quête de peinture. Donc, on a été voir des entreprises. Au début, on a trouvé des pots de peinture. On ne nous donnait que du bleu. Vous imaginez, on aurait eu un quartier tout en bleu. En fin de compte, on a eu la chance de trouver un fournisseur qui nous a donné toutes les couleurs dont on avait besoin et une entreprise qui nous a fourni en matériel. C'est comme ça que l'aventure a commencé. L'aventure Pli Bel Lari, la plus belle rue. Le premier chantier a démarré en avril 2014. De 5 maisons, nous sommes passés à 12, puis à 20, puis à 50. Le groupe d'une douzaine de bénévoles s'est agrandi avec des personnes qui venaient de partout, de la Guadeloupe, mais chose étonnante, de métropole, de Belgique, du Canada, du Portugal et même des États-Unis. Au fur et à mesure, l'opération s'est organisée autour de 3 volets. Premièrement, l'embellissement des maisons, avec donc la rénovation des façades et la mise en couleur. Ensuite, l'occupation des dents creuses, ce qu'on appelle les terrains délaissés, ce qu'on appelle dents creuses, avec l'installation de jardins partagés, des installations artistiques. Et le troisième volet, c'est le volet de l'animation, très important. C'est le volet qui crée le lien entre les personnes, avec des balles de quartier, des gratiférias, des projections de films en plein air et plein d'autres événements. Les effets de Pli Bel Lari n'ont pas tardé à se faire remarquer. D'abord, quand nous, on peignait une maison, le propriétaire à l'intérieur ou l'occupant retapait sa maison. Ensuite, les voisins retapaient également leur maison. Donc, on a eu vraiment un effet boule de neige. Ensuite, les portes se sont ouvertes. Les gens ont commencé à se parler. Le lien humain s'est recréé. L'esprit de bon voisinage est revenu. Et puis, l'image du quartier a changé.
Donc on a eu beaucoup de reportages d'un peu partout. On a eu par exemple aussi des artistes qui sont venus filmer leurs clips vidéo dans nos rues, ou des stylistes qui se servaient des façades comme fond pour leur shooting. Et on a même eu des universités de Floride qui sont venus nous interviewer sur notre façon d'appréhender la citoyenneté. Mais le plus important, nous, habitants du quartier, nous étions heureux d'être considérés différemment. Nous n'étions plus les habitants des quartiers malfamés de Pointe-à-Pitre. Nous étions les habitants du quartier de Plibel-Larry. Dans le passé, j'ai travaillé de longues années sur des grands projets d'aménagement en tant qu'architecte urbaniste, des grands projets de rénovation urbaine, des opérations de résorption de l'habitat insalubre, des schémas de cohérence territoriale. Et je me suis rapidement rendu compte du décalage qu'il y avait entre tous ces documents prospectifs et la réalité du terrain. L'objectif annoncé de tous ces documents était toujours très ambitieux, améliorer le cadre de vie des citoyens. Mais savait-on comment vraiment s'y prendre? Et si à la place des grosses opérations de démolition-reconstruction, on envisageait des solutions moins catégoriques, plus subtiles, plus à l'écoute des usagers, plus respectueuses du lien humain? Et si à la place de ces opérations, on envisageait d'autres procédés? Les mots-clés de ces procédés: projet participatif, intelligence collective, complémentarité, humanité, solidarité. Des opérations où les prescripteurs seraient aussi les utilisateurs, un peu comme dans Plibel-Larry. Des opérations qu'on pourrait qualifier de relooking urbain, où on s'occuperait aussi bien de la forme que du fond, qui permettraient à des quartiers de revivre, de garder leur âme et de s'appuyer sur l'implication des habitants et des citoyens. Quel que soit le nom qu'on peut donner à ces opérations, quelle que soit la chose qu'on ait envie de changer, il y a toujours moyen de provoquer le changement. Et vous, y a-t-il quelque chose que vous auriez aimé changer? Autour de vous, forcément, il y a quelque chose que vous auriez aimé changer. On a tous des talents, des caractères particuliers. Demandez-vous comment vous pouvez mettre ces atouts au service du changement. Et maintenant, est-ce qu'on peut changer la couleur d'une maison avec un pinceau? Peut-on changer l'ambiance d'un quartier avec un pinceau? Peut-on changer une ville avec un pinceau? Moi, je dis oui, bien sûr. Plibel-Larry en a fait la démonstration, et en fait la démonstration tous les jours. Mais gardons à l'esprit que ce qui donne le pouvoir à notre baguette magique, c'est notre conviction, accompagnée de notre motivation, ou le contraire, notre motivation accompagnée de nos convictions. Ça peut marcher dans les deux sens, en fait. Et maintenant que je vous ai livré tous les secrets de ma baguette magique, vous n'avez plus qu'à répondre à une seule question. Et vous, quelle est ou quelle sera votre baguette magique? Merci. Bonjour à tous.
Merci d'être là. Je suis Christelle Miat, en compagnie de Yann Legros, mon binôme du jour. Donc je disais, en compagnie de Yann, bonjour Yann, de Yann Legros, mon binôme du jour, j'ai le plaisir de vous accompagner sur cette deuxième TEDx numéro 6 by TEDx Pointe-à-Pitre. La numéro 5 était a eu lieu vendredi. Elle était organisée par le TEDx de Nantes avec comme invité Manuela Brault. Elle est en replay sur leur page Facebook. J'en profite pour vous annoncer les prochaines TEDx conversations. Donc la numéro 7, ce sera celle de TEDx Clermont-Ferrand et TEDx Belleville avec Rob Greenfield. Live simply and you will live free. Et celle d'après sur TEDx Nantes, TEDx Rennes, pardon. Société traditionnelle, une inspiration pour les sociétés modernes. Tout un programme. Ça va être bien, je pense. En tout cas, toute l'équipe de bénévoles de l'Effet Papillon, donc la structure associative qui porte les conférences TEDx, vous souhaite la bienvenue. Nous en sommes à notre 5e semaine de confinement. Et l'équipe a souhaité mettre à profit cette période ô combien propice à l'introspection pour pousser à la réflexion sur le monde d'après et développer notre résilience et celle de notre territoire. Pour ça, on a lancé un challenge, un jour de confinement, un talk. Donc, tous les jours, on vous propose un talk à regarder pour réfléchir. Et ça, on fait ça depuis maintenant 15 jours. Les talks proposés qu'on vous propose sont toujours agrémentés d'articles qui vous permettent d'approfondir le sujet. Ils s'intitulent « Pour en savoir plus ». Ils sont publiés sur les réseaux sociaux de l'Effet Papillon. Certains talks, comme celui de Sylvie aujourd'hui, sont suivis d'une TEDx Conversation, le samedi à 15h, heure de Guadeloupe. C'est donc notre deuxième édition, puisque la première avait eu lieu le 11 avril dernier, en compagnie de Tariq Shekshak. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier l'équipe de bénévoles qui s'est mobilisée pour mettre en œuvre ce beau projet qui s'inscrit dans une dynamique nationale des organisateurs de conférences TEDx. Je voudrais également remercier Lionel Fauché de Clermont-Ferrand, de TEDx Clermont-Ferrand, coordinateur des conférences TEDx de France, pour son soutien précieux et son investissement aux côtés de toutes les organisations indépendantes TEDx de l'Hexagone. Je voudrais ensuite remercier Sylvie Adélaïde. Je ne sais plus quel membre de l'équipe l'a qualifiée de fée à l'écoute de son talk lors d'une répétition, mais c'est vraiment ça. Si pour vous, une fée, c'est une femme au grand cœur qui œuvre en étant drivée par l'amour sur toutes ses formes, alors je vous assure que c'en est une. Au contact de Sylvie, on se rappelle ce qu'est la beauté de la nature humaine. On se rappelle du sens des mots forts comme engagement, solidarité, citoyenneté. Elle a été accompagnée par Yann Legros pour son talk, et c'est lui qui mènera l'interview aujourd'hui. Lors de la dernière conférence TEDx, on est déjà demain, elle partageait la merveilleuse initiative de Plus belle la rue, un conte de fées sur la réhabilitation des quartiers de Pointe-à-Pitre, L'entretien avec Sylvie va durer une petite heure. Nous vous invitons dès à présent à répondre au sondage qui apparaît sur Zoom et sur Facebook. L'événement sera relayé sur Facebook, sur le Facebook de Pointe-à-Pitre. Dans le cas où, sait-on jamais, vous auriez une mauvaise qualité de réception sur Zoom, n'hésitez pas à basculer sur... N'hésitez pas, alors j'espère que ma connexion à moi est correcte parce que j'ai des petits messages comme quoi elle n'est pas stable, donc j'espère que vous m'entendez toujours. Donc dans le cas où vous auriez une mauvaise qualité de réception sur Zoom, je vous invite à vous connecter sur le live, sur le Facebook Live, sur la page de TEDx Pointe-à-Pitre. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions également dans l'onglet Q&A de Zoom et dans les commentaires pour ceux qui sont sur Facebook Live. Merci spécial à Jean-Seb, Thomas, Damien, Sabrina, Nathalie et Pascal pour leur présence active en back-office pour gérer la technique, la modération de la page Facebook et la remontée des questions que nous poserons à Sylvie. Sans plus attendre, je passe le témoin à Yann pour ce bel échange avec Sylvie. Je te laisse nous dire un petit mot avant. Yann, es-tu là? Merci Christelle. Oui, on t'entendait très bien. Il n'y a eu aucun problème de connexion. J'espère que ça sera pareil de mon côté. Donc bonsoir, bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans cette TEDx Conversation. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'était vu, enfin une des dernières fois qu'on s'était vu avec Sylvie, ça me paraît maintenant un petit peu être
il y a des années-lumière, c'était une autre époque, une époque où on se faisait la bise, où on pouvait se rassembler à plusieurs centaines de personnes dans une salle pour applaudir des intervenants éclairants. Et Sylvie Adélaïde a été une de ces intervenantes qui nous a éclairé, ouvert le cœur et donné envie d'agir. Et je crois que c'est l'essentiel de l'esprit de ces conférences TEDx. Alors, pour commencer, Sylvie, bonjour. Je ne sais pas si tu m'entends. Alors, on te voit, mais voilà, on t'entend. Bonjour Sylvie. On m'entend? Bonjour à tous. Oui, parfait. Bonjour Sylvie. Alors, j'ai d'abord une question courte, Bonjour, ce qui appelle une réponse courte. Comment vas-tu en ces temps confinés? Ben écoute, ça va très bien, je te remercie. Bon, alors, réponse courte, hein, tu m'as dit. Hein. Ah oui, c'est parfait. Mais je n'en doutais pas, te connaissant. Alors, bon, c'est vrai que j'évoquais cet épisode de ton intervention à TEDx il y a quelques années-lumière de ça. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour, nous parler un peu de ton expérience à titre personnel de cette intervention dans TEDx, ce que ça t'a apporté à titre personnel et professionnel? Alors, c'est d'abord un très, très beau souvenir. Et puis, c'était un challenge pour moi. C'est la première fois que je me prêtais à l'exercice. Donc, ça m'a permis de me poser par rapport à toutes les actions et même par rapport à mon parcours de vie. Voilà, c'est un petit moment qu'il a fallu que je prenne pour analyser, que ça soit les répercussions de l'action Pibellari, que ça soit un petit peu le parcours qui m'a permis de mettre en place une telle action. Donc, c'était intéressant. Et puis, du point de vue humain, ça m'a permis de faire plein de belles rencontres. Plein de belles rencontres, franchement. Et on dit toujours qu'il y a un avant et un après TEDx. Et moi, je suis d'accord avec ça. Voilà, c'est vraiment, ça m'a ouvert des horizons, ouvert des portes. Et puis ouvert d'autres portes aussi, puisque normalement, j'aurai d'autres conférences dans la foulée prévues. Donc voilà, professionnellement, personnellement, ça a été vraiment une très, très belle aventure, très enrichissante. Alors justement, on a eu l'occasion de revisualiser, de revisionner ton talk, et tu filais la métaphore de la baguette magique en nous expliquant que chacun d'entre nous, à notre échelle, avec nos talents, nos compétences, on avait tous en nous cette baguette magique qui pouvait nous permettre d'agir autour de nous, d'être le changement qu'on veut voir autour de nous. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que tu as pu voir naître justement comme initiative, comme action bénévole lors de ces dernières semaines de confinement suite à cette crise du coronavirus? Est-ce que tu as pu voir justement apparaître de manière un petit peu particulière des initiatives comme celles que tu nous incitais à prendre? Oui, il y a eu beaucoup d'initiatives. D'abord, de façon générale, on a vu pas mal d'actes de solidarité de proximité. Mais ça m'a pas trop étonnée puisqu'on est habitué à être dans des situations parfois un peu difficiles, que ça soit face aux différentes menaces naturelles qu'on a en récurrence, c'est-à-dire bon, on a eu un volcan qui nous a pas mal menacé à une époque, on a des alertes cycloniques et des cyclones de temps à autre, on a affaire à des pénuries d'eau, à des grèves parfois qui durent dans le temps, et on a toujours constaté que dans ces moments-là, on avait des actions et des actes de solidarité qui se mettaient en place, d'abord autour de chez nous, hein, ça peut être tout simplement une aide de voisinage, et puis après, plus largement, je me rappelle après
le cyclone Irma qui a surtout touché Saint-Barth et Saint-Martin. Rapidement, il y a un réseau d'entraide qui s'est mis en place avec notamment la boîte d'appartage, des associations voilà, qui sont en action toute l'année et qui se mettent en ordre de marche, plus particulièrement face à dans ces moments-là. Donc là, on a constaté pendant ces moments de confinement que cette solidarité se remettait en marche, bien sûr, et qu'en plus, on avait de belles actions avec des créations d'associations telles que Entraide Covid-19 avec Nathalie Minos qui est là, je crois, je lui fais un petit coucou. Donc, cette association s'est donnée comme objectif de mettre en réseau et d'organiser justement la solidarité. Donc, récemment, ils ont créé une épicerie solidaire. Une de leurs premières actions a été de porter des repas aux étudiants un peu esselés, hein, qui sont loin de chez eux et qui se retrouvent un petit peu isolés. Et puis, plein d'autres actions. J'espère qu'on aura l'occasion d'en prendre connaissance. Il y a sa page Facebook qui est très, très bien renseignée. Il y a aussi une page et une association localité, donc portée par notamment Tricia Evie. Et là, c'est très intéressant parce qu'ils ont réussi à faire en très peu de temps. Alors, les circonstances, bien sûr, ont aidé, mais il fallait quand même le faire, à instaurer le contact entre les producteurs et les consommateurs directement. Ça, tout le monde en rêve quand on parle de circuit court, c'est ça, c'est-à-dire éviter les transports, éviter l'emballage, hein, éviter tous les déchets qui sont générés par un transport intensif de denrées, on va dire ça comme ça. Donc là aussi, c'est une très belle action. Et puis voilà, hein, on a vu des réseaux s'organiser pour fabriquer des masques, des réseaux de portage de repas, vraiment des réseaux pour permettre aux enfants d'avoir du matériel scolaire pour ceux qui ont qui en ont le plus besoin. Voilà, plein de choses formidables. On a l'impression que pendant ce Covid, naturellement, c'est un moment difficile, hein, c'est une épidémie où il y a la santé de certaines personnes qui sont touchées, donc ça, il ne faut pas l'ignorer. Mais en même temps, ça donne place à l'expression du bon côté, de notre bon côté. On a des choses qui sont mises en place et qui n'auraient pas existé sans ces circonstances particulières. Donc c'est quand même, il faut quand même le dire et quand même tirer le chapeau à toutes ces personnes-là et puis les encourager, leur dire que il faut pas que ça s'arrête parce que demain on reprend une vie, on va dire dans une ambiance sanitaire un peu plus sereine, parce que ces belles choses-là, elles ont un intérêt pour nous dans l'immédiat, mais elles ont aussi un intérêt général pour la planète. Donc, il faut continuer. Oui, justement, j'allais te poser la question, effectivement, on voit notamment sur nos territoires insulaires qu'il y a une vraie capacité de résilience face aux catastrophes, et qu'il y a énormément d'initiatives comme ça qui naissent dès qu'un problème nous touche. Mais justement, comment faire pour que ces initiatives qui sont très intéressantes puissent perdurer dans le temps une fois que la crise est passée? Moi, je pense vraiment que c'est lié à une prise de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on comprenne qu'on a tous notre rôle à jouer et qu'il est important. C'est très important. Ça veut dire que dans tous les choix qu'on fera, qu'on fait, ça a des répercussions sur notre environnement proche, sur nos proches, parce qu'on peut aussi influencer quand on décide, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, de faire du tri sélectif chez soi, c'est
c'est toute sa famille qu'on influence. Et en fait, une fois qu'on a compris que chaque geste est important et que nos choix sont importants, la question ne se pose plus, on l'intègre. Alors ça va, je parlais de la gestion des déchets, mais si on prend l'exemple tout simplement de nos choix alimentaires, si on décide, comme le préconise le docteur Henri Joseph, de devenir locavore, alors peut-être pas à 100%, mais en grande partie, eh ben, mine de rien, on aide, on accompagne la production locale, on a une action positive sur notre santé, on mange des produits, on s'arrange pour privilégier la production bio, ou en tout cas la moins polluante possible, la moins polluée possible. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on évite aussi d'avoir des emballages qui ne servent à rien et qui se retrouvent à la poubelle systématiquement. Quand à l'époque je faisais des courses en supermarché, une fois qu'on a retiré tous ces produits transformés et qu'on a jeté l'emballage, ben, il ne reste plus que la moitié. En plus, quand on cuit, en général, ça réduit encore parce qu'il y a de l'eau, il y a des produits, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce geste qui peut paraître anodin, voilà, acheter des poyos, acheter de la patate douce, des ignames, des fruits locaux, et ben, ça a une répercussion très, très importante sur la production de déchets de façon générale. Donc, une fois qu'on a pris cette conscience de ça, voilà, quand on se brosse les dents, il vaut mieux fermer l'eau parce qu'on a compris quelle était la valeur des choses. Je pense que le confinement nous a ramené aussi à la valeur des choses. Moi, je sais que quand mon mari m'a ramené une baguette, j'étais super contente. Ben voilà, mais d'habitude, il y a du pain à la maison, mais je ne le regarde pas parce que, bon, voilà. Mais là, c'était extraordinaire. Et quand il a ramené, je me suis fait livrer des fruits et légumes, là, c'est pareil. C'était, je vous dis, chaque fruit, on l'a dégusté, voilà, comme c'était le Saint Graal, parce que c'est dans cette période-là, c'est devenu rare. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, on devrait avoir la même approche tout le temps. C'est-à-dire qu'on prendrait conscience de ce qu'il y a derrière chaque fruit, chaque légume, et même de façon générale derrière tout ce qu'on consomme. Voilà, donc ça a été pour beaucoup l'occasion de faire le tri aussi dans les armoires. On peut se rendre compte de la quantité de choses qu'on a et qui ne servent strictement à rien. Donc, je pense que cette période de confinement a pu nous ramener à des choses un peu plus essentielles, nous ramener aussi par rapport à ce qu'on est dans notre société. Est-ce qu'on est des consommateurs ou est-ce qu'on décide d'être acteur? Voilà. Oui, tout à fait. Alors, je vais t'embarquer maintenant un petit peu plus sur des questions qui ont attrait à ton métier, à ta compétence d'urbaniste et d'architecte. Et je voulais te demander en tant qu'urbaniste et architecte, à ton avis, qu'est-ce que nous apprend cette période de confinement sur et de distanciation sociale, sur notre façon de vivre, sur notre façon d'habiter les lieux? Alors d'abord, pareil, cette période nous a permis de nous rendre compte des dysfonctionnements et puis des bons côtés aussi d'une certaine organisation spatiale, urbaine, voilà. D'abord, on s'est rendu compte que habiter une maison un peu isolée, c'est sympa quand on a la possibilité de se déplacer facilement, quand on a du monde autour, mais beaucoup de personnes âgées se sont retrouvées isolées. Alors, je parlais de la Guadeloupe, mais je veux parler aussi de la métropole et je pense que
c'est quelque chose qui, bien sûr, peut toucher n'importe qui dans n'importe quel pays. Et pendant longtemps, on a pensé que l'exemple pavillonnaire était le modèle idéal. Voilà, le petit jardin, la maison éloignée des lieux d'activité et de commerce. Chacun avait sa petite parcelle. Et puis, on s'est rendu compte avec le temps que, bon, ça ne… En fait, on s'est rendu compte, c'est vraiment le retour des personnes et le constat du fait qu'il y a des personnes en souffrance qui habitent ces logements et cette solution qui a été proposée à un moment et qui nous interpelle et qui nous dit voilà, c'est peut-être pas la solution idéale. De toutes les façons, il n'existe pas de solution idéale, universelle et intemporelle. Donc, on doit s'adapter. Ensuite, ce qu'on a pu constater, on l'avait déjà pressenti avec notamment les personnes, mais plus les travailleurs sociaux qui travaillent dans les cités où il y a beaucoup de logements sociaux. On a forcément des choses à remettre sur la table concernant la qualité du logement. Mais dans tous ces espaces, et je pense aussi à certains quartiers de Pointe-à-Pitre, on a ce qui est vraiment très fort dans ces espaces, c'est le lien humain. Et la solidarité, elle fonctionne. Elle fonctionne quand on est confiné à cause du Covid, quand on est en période cyclonique, mais le reste de l'année aussi. Et je regardais une travailleuse sociale, justement, qui disait que sur certains logements, on avait des coursives et que ces coursives permettaient aux gens de se rencontrer. Alors, ça fait aussi penser au centre-ville, donc ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, et où là, on a tout un tas de bâtiments qui sont laissés à l'abandon, qui ne sont pas occupés et qui pourraient servir à accueillir toutes ces personnes. L'intérêt du centre-ville, c'est qu'on a tout à proximité. Ça veut dire que nos familles, il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, on vivait dans ces maisons. Et ça se passait très bien. Et on avait surtout un esprit de quartier qui a plus ou moins disparu. Donc, pourquoi pas, au lieu de continuer à construire en suivant les opportunités foncières, réfléchir vraiment à un mode d'habiter, à une organisation de la cité qui permettrait très facilement à la solidarité, au lien humain, de se mettre en place et qui permettrait aussi à un individu de suivre ce que j'appelle un parcours résidentiel, c'est-à-dire d'avoir une multitude de typologies de logements qui lui est proposée. On n'a pas besoin du même logement quand on est étudiant et quand on a 18 ans que quand on commence à fonder une famille, quand on est un peu plus âgé ou voilà, déjà on ne peut plus monter de marche. Voilà. Donc, et en ville, on trouve tout ça. C'est vraiment une manne enfin, à explorer, mais avec conviction et détermination. Et bien sûr, avec tous les décideurs qui ont en charge aussi la responsabilité de traiter ces questions. Je te remercie, Sylvie. Alors, écoute, on va passer maintenant à une phase de questions-réponses avec les auditeurs. Je vais, si tu veux bien, te poser une première question et puis ensuite, peut-être que Christelle, tu prendras le relais pour poser d'autres questions d'auditeurs. On fait comme ça? Avec plaisir, bien sûr. Très bien. Alors, j'ai une première question de Pascal Létang, qui est la suivante. Comment préserver, régénérer et valoriser le patrimoine existant? Tu parlais des centres-villes. Voilà, c'est donc une question sur la préservation, la régénération et la valorisation du patrimoine en Guadeloupe, mais j'imagine également partout ailleurs sur le territoire français. Mais en fait, la solution, pour moi, elle est assez évidente. Pour sauver tout ce patrimoine, il faut l'occuper, il faut l'utiliser, il faut le recycler. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens
de rénover un bâtiment juste pour lui-même, c'est-à-dire pour le garder en l'état. L'idée, c'est vraiment qu'il soit occupé, que ce soit des maisons traditionnelles ou les maisons, on a beaucoup de maisons en indivision, tout ce patrimoine qui est en train de se détériorer et souvent qui part en fumée, eh ben, il faut l'occuper. Donc après, bien sûr, ça revient toujours la question se pose aux propriétaires et là aussi, c'est une prise de conscience aux propriétaires ou aux institutionnels qui ont en charge, parce que ce que je dis pour les maisons individuelles, c'est la même chose pour les équipements publics ou les bâtiments qui ont un intérêt historique ou patrimonial. Il faut vraiment prendre conscience que ces bâtiments ont une valeur autre que leur mur. Que voilà, un ancien bâtiment peut accueillir une salle de spectacle, peut accueillir un musée, peut accueillir une bibliothèque, peut servir de maison de quartier, peut servir à des artistes. Et une maison en indivision qui est en train de tomber en ruine peut être valorisée et louée ou habitée par ses propriétaires. Maintenant, la question se pose par rapport aux indivisions. Moi, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont appelé, Madame Adélaïde, on a tel bâtiment, on est en indivision, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors, je commence par leur poser des questions. Je dis, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec ce bâtiment d'ici les 1 an, 2 ans qui viennent? Ah ben, pour l'instant, on ne peut pas parce qu'on est une quinzaine en indivision et personne ne se met d'accord. Je dis, mais ce bâtiment coûte de l'argent. Oui, il coûte de l'argent. Je dis, vous savez qu'il est dévalué chaque année, il perd de la valeur et en plus, il faut l'entretenir. Si vous ne l'entretenez pas, dans quelques temps, il ne vaudra rien du tout. Oui, mais bon, j'avais peut-être pensé avec ma fille. Je dis, est-ce que votre fille fait partie de l'indivision? Non. Je dis, est-ce que vous êtes prêt à racheter aux autres indivisaires? Non, mais c'est moi qui paie les impôts. Alors là, il faut expliquer que ce n'est pas parce qu'on paie les impôts qu'on a un droit sur ce bâtiment. En général, quand j'ai expliqué, la personne me répond, d'accord, ben je pense qu'on va peut-être envisager la vente et je vais en parler aux autres indivisaires. Voilà. Parce que, effectivement, il y a un côté affectif, mais sur Pointe-à-Pitre notamment et sur pas mal de centres-villes, il y a beaucoup de bâtiments qui sont tout simplement inoccupés parce que derrière, il y a un embrouillon administratif pas possible. Donc, il faut que les personnes prennent conscience que la solution, s'ils ne peuvent pas, bien sûr, s'ils ne peuvent pas, s'ils ont moyen de rénover et de le valoriser, qu'ils le fassent. Mais sinon, il faut qu'ils passent à autre chose. En plus, c'est des problèmes qui peuvent se répercuter sur la génération qui suit. Enfin, et même du point de vue parfois familial, ça donne lieu à des catastrophes. Donc, à un moment donné, il faut prendre une décision. Et cette décision-là, elle passe par la prise de conscience. Voilà, pas se sentir impuissant par rapport à une situation, trouver une solution et faire en sorte d'avancer dans ce sens. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, très bien, je te remercie. Je vais passer la parole à Christelle. Oui, qui va débrancher son micro, qui va rebrancher son micro. Donc, je disais, on a une question de Sabrina qui demande, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est du développement des jardins potagers dans les projets d'urbanisme ou d'autres types d'initiatives intégratives, s'il te plaît, Sylvie? Alors, heureusement, il y a des associations, des entrepreneurs même qui défendent le concept de façon plus générale de qualité environnementale dans les opérations. Donc, ça passe par les économies d'énergie, même la création d'énergie avec les panneaux solaires et l'intégration de jardins. Alors, de plus en plus, vous allez entendre de création de lieux de fraîcheur, notamment dans les villes, avec le réchauffement climatique.
l'État demande à ce qu'on fasse des propositions dans ce sens. Donc, certaines opérations intègrent ces jardins, ou en toiture, ou sur des espaces à proximité des logements. Ces jardins ont beaucoup d'intérêt. D'abord, ils créent la cohésion sociale. Alors, c'est toujours le lien humain, je préfère dire ça, c'est toujours très important parce que c'est vraiment fondamental. Un jardin, il fonctionne avec les personnes qui s'en occupent. C'est-à-dire, on peut faire le plus beau jardin du monde, s'il n'y a pas les petites mains pour venir s'en occuper, il partira enfin en herbe folle. Donc, ça, c'est très important. Et une fois qu'il y a ces personnes repérées pour pouvoir s'occuper du jardin, il faut un espace dédié. Et ça, sur les opérations notamment portées par les promoteurs privés ou publics, ils existent ces espaces. Après, c'est toujours la volonté. Donc, qui c'est qui, on va dire, prescrit ces jardins? Ou le maître d'ouvrage. Donc là, il comprend à un moment donné qu'il doit faire un pas aussi dans ce sens, ou les utilisateurs. Donc là, ça peut être des associations d'habitants ou bien des associations environnementales qui demandent d'avoir ces jardins. Alors, il faut savoir qu'il y a tout un tas d'aides et d'accompagnement par l'ADEME, par l'État, par plein d'autres organismes pour accompagner ces projets. Maintenant, pour l'instant, c'est encore très timide. Donc, en tout cas, le champ du possible est ouvert. Tout est possible. Voilà. Ok. Alors, on commence à avoir pas mal de petites questions. J'en ai une autre de Nicolas. Quelles sont les personnes qui se sont retrouvées impactées par Larry en tant qu'utilisateur, acteur direct, institution, élu? Voilà. Alors, il y a plusieurs questions dans la question de Nico. Donc, en fait, les utilisateurs, déjà, bon, il y a toutes les personnes qui habitent le quartier. Il y a le quartier au-delà, parce qu'on a aussi des personnes qui viennent de Carénage, de Montenol. On est du côté du Gommier. Voilà, on fait les quartiers voisins qui viennent emmener des plantes, qui viennent chercher des petites plantes médicinales, ou bien quand on récolte notamment des bananes ou des salades, et bien, tout le monde en profite. Donc là, on va dire, c'est les personnes qui ont directement accès à l'espace et qui peuvent profiter régulièrement de la production du jardin. Et puis, on a aussi tout ce qui est le public qu'on sensibilise. Alors, on reçoit beaucoup d'écoles, on reçoit beaucoup de jeunes. Mais aussi des personnes du quartier qui aiment uniquement jardiner, qui ne viennent pas forcément pour récolter, qui aiment se retrouver dans cet espace. Donc, j'avais commencé, oui, avec la sensibilisation. Et puis, donc des écoles de Pointe-à-Pitre, mais également des personnes, un public qui vient de l'extérieur, qui sont intéressés par le concept. Et donc, on a eu du collège, on a eu des clubs services. Ça, c'est le deuxième aspect et il est très important. Donc, il y a les jardins, il y a aussi les façades, parce que visiter ou même participer aux actions qu'on propose permet tout de suite de toucher le doigt le fait qu'on peut tous être acteurs dans notre cité. C'est pas tout de le dire. Là, on vient, on prend un pinceau, ou bien on arrange un jardin. L'école d'à côté de Massabielle, les élèves passent et ils voient que leur action est pérenne et qu'elles ont servi à améliorer de façon durable un espace. Voilà. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment initier à l'action citoyenne et se sentir… Je trouve ça génial. Pardon, je t'ai coupé. Oui, et se sentir utile, très important. Très important. Complètement, voilà, d'accord.
Je trouve ça génial ce que tu dis, la petite parenthèse que tu fais, où certains habitants viennent dans le jardin, non pas spécialement pour récolter, mais juste pour le plaisir de jardiner. C'est super. Alors, on reste sur Plus belle la vie. Là, je te fais remonter les questions deux questions Facebook de Yannick et Raphaël qui se rapprochent un petit peu. Merci à eux deux. Donc, Yannick demande, est-ce qu'il y a des dynamiques de transfert de l'expérience de Plus belle la vie à d'autres quartiers en Guadeloupe, point d'interrogation. Et Raphaël qui faisait un commentaire qu'il faudrait étendre cette initiative à tout le centre-ville. Est-ce que ça te paraît possible? Et du coup, on répondrait peut-être à la question de Muriel aussi sur Zoom, qui demande comment intégrer l'association Plus belle la vie. Est-ce qu'il faut être résident de Pointe-à-Pitre ou de quelles compétences tu as besoin? Alors, je vais peut-être poser beaucoup. Donc, est-ce que l'expérience est transférable à ton sens? Est-ce que l'expérience est transférable à ton sens, l'expérience de Plus belle la vie sur d'autres quartiers? Bien sûr, elle est transférable. D'ailleurs, il y a d'autres initiatives qui ont été lancées. En plus, par rapport à la mise en place de jardins, on a pu intervenir un peu à l'extérieur du quartier, mais c'est pas trop notre but de faire. Nous, ce qu'on souhaite, c'est accompagner des actions similaires ou d'autres associations qui décident de mener l'expérience dans leur quartier, dans leur cité ou peu importe le lieu. Moi, je trouve que depuis qu'on a commencé donc en 2014, il y a beaucoup d'actions. Parfois, c'est juste du nettoyage. Parfois, c'est le jour où je suis passée, enfin, à la période de Noël, j'ai vu qu'il y avait des ronds-points qui avaient été installés avec des pneus en forme de sapin de Noël. Voilà. On dirait qu'on a donné le signal ou l'autorisation. C'est comme si on avait permis aux gens, voilà, de pouvoir intervenir sur leur espace public. Alors que jusqu'alors, ils considéraient que ce n'était pas leur affaire. Voilà. Donc, pour ça, je dis qu'on a eu une bonne influence, une influence en tout cas. Et ce qu'on fait aussi volontiers, c'est accompagner énormément de projets. Il y a beaucoup de porteurs de projets qui viennent nous voir en nous disant qu'en fait, l'esprit du projet les attirait. Et ce qu'on fait au maximum, c'est les accompagner dans la mise en œuvre de leur projet. Je pense au supermarché collaboratif, au projet de regroupement artistique. Enfin, voilà, enfin, j'en oublie, mais en temps normal, pratiquement, il y a 2 projets qui nous sont soumis par semaine. Donc nous, on est toujours prêt à accompagner, à conseiller. Par contre, on ne peut pas faire à la place de tout le monde. C'est pas non plus l'objectif. L'objectif, c'est plus de se positionner en tant qu'exemple, voilà. Et autour de ça, et ben voilà, l'idée est que tout est possible avec un peu de motivation et puis un petit peu d'huile de coude. Tout est possible en fait. Et du coup, donc pour répondre à la question de Raphaël et ensuite sur la question de Muriel sur les compétences, ce que j'entends dans ta réponse, c'est que vous êtes là comme vous avez été à l'initiative d'une certaine forme d'action dans la cité que vous êtes en mesure de partager en accompagnant. Et est-ce que pour ceux qui nous regardent, est-ce qu'il y a une compétence particulière à avoir en dehors de la motivation et de l'envie de faire et de participer, de prendre parti? Est-ce que tu as identifié des compétences particulières ou pas nécessairement? Il y a beaucoup de compétences autour de cette opération, puisqu'il faut pouvoir organiser un groupe d'intervention. Il faut pouvoir, enfin voilà, hein, si on pense juste à Plus belle la vie, on a la commande des matériaux, la simulation pour savoir comment on va intervenir du point de vue couleur. On a les autorisations à obtenir. Derrière Plus belle la vie, on a aussi les dossiers de demande de subvention parce qu'on a sollicité différents partenaires. Donc, il y a beaucoup de compétences, mais elles s'acquièrent. Donc, dans un groupe, il y a toujours plusieurs compétences croisées. Par exemple, moi, parfois, on m'appelle, on me dit « Oui,
on a besoin de toi pour des conseils en jardinage. Je dis, mais moi, j'y connais rien en jardinage. Moi, je mange les salades, je récupère les bonbons, j'adore ça. Et puis voilà. Mais par contre, si vous m'appelez et que vous me dites, voilà, il y a telle parcelle, je peux vous dire, ben voilà, par ici, vous pouvez planter, vous pouvez faire des parcelles que vous pourrez planter, des petites allées. Voilà, moi, j'aime quand le jardin est beau. Et à côté de ça, dans l'équipe, on a des personnes qui s'y connaissent vraiment en jardinage. Donc, parfois, je vais avec mon sécateur, je coupe, je dis, oui, c'est pas beau, là, il y a les herbes, il y a les branches qui passent devant l'allée, et on me dit, surtout, faut pas couper, voilà. Mais je veux dire, c'est complémentaire, et c'est pareil pour la peinture, on a eu la chance, et on va dire que quand les choses doivent se faire, elles se font. Donc, le peintre professionnel qui nous a accompagnés, on l'a rencontré par hasard, et il nous accompagne jusqu'à présent. Donc, il faut partir sur l'idée, lancer, et voilà, les choses, elles se font comme par magie. C'est pour ça que je parlais de baguette magique. Alors Oui, après, il y avait une autre question. Comment on fait pour participer? Mais il suffit de venir, on se réunit un dimanche sur 2. Et en fait, il suffit juste de savoir lever le bras. Parfois, je dis, lève le bras, c'est bon, tu peux. Donc, tu peux venir. Même si on ne sait pas, même si on n'est pas artiste, on n'a pas besoin. On trouve toujours, entre le jardin et les façades à repeindre, on trouve toujours quelque chose à faire si vraiment… et les bénévoles se renouvellent. Donc, on est toujours prêt à accueillir de nouvelles personnes. Voilà, on peut venir avec des enfants aussi. Il faut juste prévenir avant parce que les enfants, ils font plutôt des fresques. Donc, il faut préparer. Mais vraiment, il y a de la place pour tout le monde. D'accord. J'ai une autre question. Attends, excuse-moi, Christelle, je n'ai pas répondu complètement à tes dernières questions. Il y avait… Ah oui, savoir si d'autres personnes ont fait appel à nous. Oui, là, il y a 2 opérations sur 2 villes en Guadeloupe où nous ont demandé de mettre en place une Plibelle. Voilà, donc vous saurez bientôt de quelle commune il s'agit. Mais là, notre travail, c'est de repérer les lieux et de proposer un programme d'action en jardin et en rénovation de façade. Super. Oui, voilà. Et du coup, super, du coup, Plibelle Larry fait des émules. Et on a une question de l'équipe. Quels sont les besoins de Plibelle Larry ou de l'atelier Odyssée pour faire plus dans votre zone déjà ou pour aider d'autres à faire? Est-ce qu'il y a des besoins en la matière? Est-ce qu'on peut être utile? Est-ce qu'il y a des besoins? Alors, il y a des besoins en main-d'œuvre, oui. Et puis, c'est surtout ça, parce que, bon, pour le reste, on fait en fonction de nos moyens, en fonction de ce qu'on a. Naturellement, bien sûr, si on a plus de moyens, on fera plus, mais on n'attend pas les moyens pour faire. On fait, et en fonction des moyens qu'on a au fur et à mesure, on s'adapte. En sachant qu'on a le jardin, on a la rénovation des façades, mais on a aussi tout ce qui est animation. Et on a de beaux événements, notamment en fin d'année avec le chanté de Noël. Et là aussi, on a besoin de personnes pour tenir le bar, pour distribuer les repas, pour encadrer les enfants pendant la chasse au trésor. Enfin, voilà. Donc, franchement, il y a vraiment plusieurs façons d'intervenir autour de cette opération. Super. Ça donne de belles images, enfin visuellement, ça donne de belles images du monde de demain. Tu vois, une espèce de grande fête où tout le monde vient donner un coup de main autour de Noël ou autour d'une autre fête. Ouais. Je trouve ça très enthousiasmant. Ouais, super. Ouais, on va travailler à ça. Alors, on va passer plus sur des questions un petit peu plus de droit. Quels sont, alors toujours Raphaël, quels sont les freins à l'application à tout le centre-ville ancien et êtes-vous épaulé par la mairie dans ce beau projet? Les freins, je vous avoue que si on avait plus de moyens, on aurait fait plus. Parce qu'on a une liste assez importante de demandes et on peut absolument pas les honorer, malheureusement. Il faut savoir que nous, on intervient en partie sur les travaux, mais que derrière nous, il y a
professionnels qui viennent compléter notre travail parce que d'abord, on n'intervient pas en hauteur pour des questions de sécurité et ensuite, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Donc là, c'est quand même un frein. Franchement, on aurait plus de moyens, on aurait fait beaucoup plus. Et par rapport à la mairie, on va dire qu'il ne nous empêche pas de mener à bien nos actions et qu'on aurait aimé être un peu plus appuyé, mais bon, c'est pas grave. On avance quoi qu'il en soit. Alors, on reste sur le droit. Le sujet de l'indivision suscite des interrogations. Alors, y a-t-il une loi obligeant les propriétaires de logements en indivision à vendre un bout dans un certain délai de après un certain délai, j'imagine, de non-occupation, sous peine de se voir le bien confisqué par la commune? Oui. Il y a moyen tout à fait de récupérer des biens par plusieurs procédures et notamment avec une DUP, déclaration d'utilité publique, mais ça doit s'appuyer sur un projet. Et il y a moyen dans ce cadre-là, de récupérer le bien, c'est-à-dire on le rachète quand même, mais à un prix des domaines, enfin fixé par les autorités, on va dire. Et il y a moyen, il y a aussi un bâtiment peut être tapé, le terme c'est ça va me revenir, en fait, qui définit qu'il est insalubre et on demande au propriétaire d'intervenir selon un délai précis et s'il n'intervient pas, il y a moyen de récupérer ce bien. Donc, ces actions ne sont pas naturellement toujours bien accueillies. Mais les villes qui ont mis en place une dynamique un peu plus assez, on va dire, forte, une politique forte de récupération de fonciers ou de bâtiments en mauvais état, ont pu avoir la chance après d'avoir des opérations qui ont permis à la ville de passer de l'image d'insalubrité à une image plus dynamique. Alors, en général, ces procédures prennent 2-3 ans, mais à l'échelle de la ville, à l'échelle de l'évolution d'une ville, c'est pas grand-chose. Mais en tout cas, oui, il y a moyen, par plusieurs procédures, de récupérer des biens. Ok. Alors, on passe on passe à l'urbanisme. Y a Bertilia, voilà, qui demandait, vous parliez d'alimentation locale, y a-t-il également une prise de conscience de l'importance du choix des matériaux lors de la reconstruction, le réemploi de matériaux ou apprentissage de techniques de construction respectueuses du patrimoine avec des matériaux sourcés localement? Alors, la question est très intéressante. Le souci, c'est que localement, on ne produit pas beaucoup de matériaux. Donc, après, on peut réfléchir à des matériaux qui viendraient plus de provenance caribéenne, plutôt que faire venir de loin ces fameux matériaux. Autre chose, ici, on sort difficilement du mode de fabrication, de construction qu'on connaît en fait depuis 20-30 ans. C'est-à-dire on est en béton branché, en parpaing et on sort difficilement de ça. Donc on a des tentatives de bois qui viennent de la Guyane, c'est pas toujours réussi. Et pourquoi pas inventer d'autres matériaux? C'est très compliqué ici parce que on est sur une île, donc la construction de ces matériaux coûte très très cher. Il faudrait presque que ceux qui en ont la possibilité lancent des constructions expérimentales. Et je pense que là, ça serait une bonne porte d'entrée encore. Mais c'est vrai que c'est compliqué.
Et là encore, on en revient toujours, peut-être que je n'ai pas suffisamment dit, mais la demande est très importante. Ça veut dire que, je ne sais plus, c'est une dame qui a posé la question. Il faut continuer à poser ce genre de questions parce que c'est nous, citoyens, utilisateurs, usagers, qui allons sensibiliser les personnes qui prennent les décisions, à qui on a donné délégation d'ailleurs, si on parle des élus notamment. Et c'est ces personnes-là qui vont impulser dans un sens ou dans un autre certains choix très importants. Et notamment les matériaux de construction biosourcés, c'est une manne qui peut économiquement être importante et avoir des répercussions très très importantes pour nous. En plus, de plus en plus, on parle d'autonomie. Alors, quand on parle d'autonomie en Guadeloupe, parfois on pense un peu politique ou je ne sais pas, mais ce n'est pas du tout ça. Quand on voit ce qui s'est passé avec le Covid et qu'on se rend compte qu'on est dépendant du point de vue alimentaire forcément de l'extérieur, on s'en sort même bien en Guadeloupe. Mais dans certaines parties de métropole, dans certains quartiers, il n'y a pas de jardin du voisin ou bien de producteurs chez qui on peut accéder facilement. Il n'y a pas tout ça. Donc, cette question doit être posée chez nous et à l'échelle aussi plus large. C'est aberrant quand même de faire venir des produits qu'on peut faire pousser localement ici très facilement, qui prennent l'avion, qui prennent le bateau et qu'ils arrivent ici en plus traités aux pesticides et compagnie. Donc, et ça, cette question-là, elle doit se poser aussi au niveau national. Et on gagnera. Je ne dis pas que du jour au lendemain, on va arrêter d'importer, mais en tout cas, on peut réduire, que ce soit l'impact sur les gaz à effet de serre ou sur enfin, la pollution de façon générale. Voilà. Tu parlais d'influencer. On a une question en ce sens de Sabrina qui demande comment influencer les décisions d'urbanisme le plus, par exemple. Ben, en fait, c'est simple. Hein. Tous ces documents sont soumis à enquête et il y a des, dans la phase de leur conception, il y a de la concertation. Alors, le citoyen, bien sûr, est amené à participer à ces discussions. Et le citoyen, qu'est-ce qui lui manque pour participer à ces discussions? Eh bien, il lui manque justement le fait d'avoir conscience de la possibilité qu'il a de se faire entendre. Et puis, parfois, il lui manque un peu d'information. Parce que ce n'est pas tout de parler de, je ne sais pas moi, de désertification, de déplacement, d'environnement de façon générale. Et il faut savoir de quoi on va parler exactement. Donc, pour ça, il faut s'informer, il faut être curieux, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Je pense que dans un premier temps, il faut poser des questions. Une fois qu'on a les réponses, on peut entamer des discussions et puis au bout d'un moment, donner son avis. Alors, dans tous les grands projets maintenant, on demande à ce que le citoyen concerte. Donc, c'est à nous de nous positionner et nous dire on est là et on a des choses à dire. Voilà. Ok. Alors, le temps file, on va encore prendre deux questions. Une question de Pascal, comment peut-on contribuer à la résilience de la Guadeloupe en tant qu'urbaniste, qu'architecte ou qu'artiste? En tant que... Mais je pense que du fait, on participe. Si on est dans ces métiers-là où on réfléchit en face de réalités qui sont notre réalité de vie, notre réalité quotidienne, on est dans la résilience. C'est-à-dire on doit être imprégné
de notre histoire, de notre environnement. Et on ne peut plus réagir et concevoir comme il y a enfin, en déconnexion, je veux dire, de tout ça. Donc, pour moi, un artiste qui crée, il est dans une situation ou dans une action de résilience. C'est une réaction par rapport à voilà, à vraiment l'ensemble de notre environnement. Et c'est la même chose en urbanisme, c'est la même chose en architecture. On doit connaître de là où on vient et maintenant, on doit avoir conscience des menaces et de l'évolution de notre environnement et intégrer tout ça dans nos créations et dans nos propositions. Et du coup, ça me fait rebondir sur ce que tu disais un petit peu avant. C'était l'accompagnement que vous le faisiez aussi pour des projets de regroupement artistique. Est-ce que c'est lié? Ça n'a rien à voir. Que Plus belle la vie accompagnait des... L'Atelier Odyssée qui porte l'opération Plus belle la vie est une association de regroupement d'artistes en fait, hein, et qui a été créée pour la promotion artistique. Mais de toutes les façons, la place artistique dans Plus belle la vie est très importante. D'abord, il y a un côté esthétique. L'idée est quand même de rendre la ville belle. Donc, pas belle comme décor superficiel, c'est pas ça. C'est vraiment mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel, et puis surtout les personnes qui habitent ces lieux. Ça, c'est très important. Et puis ensuite, les artistes ont une place prépondérante dans ces opérations-là. Ils interviennent directement, donc par le biais de fresques, par le biais d'objets artistiques posés sur les dents creuses, par différents événements. On a eu des spectacles de danse, on a eu des moments dédiés à la poésie, enfin voilà, tout ce qui concerne l'art de façon générale. C'est Plus belle la vie, c'est un socle d'expression qui leur est complètement ouvert. D'accord. Une dernière question. Tu as parlé de matériaux caribéens et j'ai une question de Sabrina qui parle des matériaux biosourcés. Est-ce que, par exemple, la sargasse, voilà, la sargasse, voilà, est-ce que ça peut constituer un des matériaux? Oui, d'ailleurs, en parlant, je pensais à ça. Donc, je sais qu'il y a des expériences qui sont faites, notamment des briques qui sont faites avec ce matériau. Là, ça répondrait à deux problématiques. D'abord, le traitement des sargasses, et puis ensuite la valorisation des sargasses, et puis ensuite, effectivement, la création d'un produit local qui permettrait d'expérimenter d'autres modes constructifs. Donc, oui, c'est une bonne piste. Ok. Une dernière question. Nicolas qui nous demande comment tu vois le territoire dans 30, 50, 100 ans à l'heure d'un grand péril, de contraintes économiques fortes et potentiellement de manque de vision de certains maîtres d'ouvrage? Est-ce que... Moi, je suis très optimiste, c'est ma nature. Okay. Je suis très, très optimiste. Mais je dis que c'est de nous que dépend notre avenir, en fait. Voilà, il ne faut pas attendre qu'on fasse pour nous. Il faut vraiment se dire qu'on est légitime pour influencer telle ou telle direction, tel ou tel choix politique. Il faut se dire que voilà, tout dépend vraiment de nous aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, quels sont les choix qu'on fait, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place, et puis vraiment pouvoir se positionner en voix qui crie très fort, quoi. Je ne sais pas comment dire ça. Vraiment qu'on se fasse entendre.
qu'on se fasse entendre et dire, nous, voilà la Guadeloupe, voilà le territoire, voilà ce qu'on veut demain. On ne veut pas, et dire aussi ce qu'on ne veut pas, bien sûr. Et là, si on se fait entendre, alors je ne dis pas que ce sera facile, alors j'aime bien dire ça ces jours-ci, là, on voulait le changement là, mais personne ne nous a dit que ça serait facile. Donc, avec le Covid, on voit ce que ça peut donner. Ça peut être effectivement un espace qui permet d'éclore à certains projets et puis peut-être aussi une prise de conscience très importante, même au niveau des personnes, hein, par rapport à leur vie, par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien, que ce soit dans le milieu professionnel, le milieu personnel, etc. Mais donc, je pense que c'est un bon espace de prise de conscience et de changement. Et demain, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on transforme l'essai? Est-ce qu'on continue à se laisser porter? Ou est-ce qu'on décide vraiment d'être un pion incontournable et de dire, voilà, aujourd'hui, moi, je dis que je dis non à certaines choses et j'encourage certaines autres actions. Voilà. Ok. Yann, je te laisse gérer la question du défi et du challenge à lancer. Oui, alors écoutez, je vous remercie pour ce beau moment de partage et de discussion qui était vraiment passionnant. Maintenant, il est temps de conclure et de nous quitter très, très bientôt. Alors Sylvie, il est de tradition dans ces TEDx conversations de demander à notre invité de lancer un défi aux auditeurs. Alors, je te laisse la parole. Alors, le défi, je vous lance un défi. Mais moi, le défi que je vous lance, c'est justement d'imaginer une action, quelle qu'elle soit, mais une action qui se traduise concrètement par des faits, qui aura une incidence directe sur votre façon de consommer, on va dire ça, sur votre façon de consommer. Et on va rajouter quelque chose quand même. Ça peut être ou dans votre façon de consommer, ou dans l'influence que vous pourrez avoir par rapport à un projet dont vous avez entendu parler. Et là, ça serait vraiment passé à une action concrète en termes de courrier, de pétition, de choses comme ça. Voilà. Donc, on va dire, je vous laisse le choix. Je vous laisse le choix pour ceux, je sais qu'il y en a qui sont déjà très investis dans une façon de consommer plus durable, on va dire. Donc là, ils n'ont pas trop de choses à mettre en œuvre. Donc ceux-là, je leur dis, voilà, faites attention à ce que vous achetez. Et surtout, quand vous faites le geste, réfléchissez à l'impact. On n'y pense pas, mais réfléchissez à l'impact positif que vous impulsez. Et vous verrez que vous prendrez goût. Hein. Et pour les autres, je dirais maintenant, oui, est-ce que vous pouvez mettre en place un outil d'influence pour nos décideurs? Voilà, ça serait deux challenges en un. Ouais, quelle perspective? Elle est gentille. Tu nous mets au pied du mur, là. Ben oui. Mais on a tout pouvoir, hein, Yann. Hein, donc, à un moment donné, c'est pas tout d'avoir la baguette magique, mais il faut s'en servir. Hein. Et j'ai envie de dire, vu qu'on s'est pris un mur et qu'on est au pied du mur, autant y aller. Hein. Elle a été gentille, Sylvie, je trouve. Elle nous a donné le choix. Bon, d'aucuns auraient dit les deux. Vous pouvez faire les deux. Hein. Pas du tout. Vous pouvez faire les deux. Si on peut dire les deux, pourquoi pas. Hein. C'est ça. Alors, pour certains, là, le sondage s'affiche déjà. Je vous invite vraiment à y répondre. Ça nous permettra de mesurer et puis d'avoir un échange plus approfondi avec vous. Donc, je vous invite à y répondre. Donc, il s'affiche sur Zoom et sur
sur Facebook aussi, je pense. Les techniciens du back-office me diront si j'ai dit une grosse bêtise. Donc, seriez-vous prêt à consacrer du temps dans un projet de quartier pour améliorer votre cadre de vie? On verra le pourcentage et si le défi finalement que tu as lancé, Sylvie, est facile ou pas. OK. Ah oui, je profite, je vous laisse répondre au sondage et j'en profite pour dire que le prochain TEDx conversation aura lieu avec... oula, pardon, voilà, merci. Donc voilà, le prochain TEDx conversation aura lieu donc le samedi 2 mai à 15h et il sera avec Fabienne Goubaudiman qu'on avait eu il y a 2 ans de mémoire. Super intéressant. Donc vraiment, rendez-vous samedi 2 mai à 15h. Alors, est-ce que tout le monde a répondu? Alors, seriez-vous prêt à consacrer du temps dans un projet de quartier pour améliorer votre cadre de vie? 58% ont répondu oui à l'avenir, mais soutenu dans un cadre associatif et 42% qui dit oui, enfin c'est déjà le cas, je collabore sur une initiative avec mes voisins. Voilà, donc super, 0% en non. Donc, on est bien parti. Je vois le sourire de Sylvie, il y a de quoi. Oui, mais c'est bien. C'est super. Le changement commence par nous, donc voilà. Hein. Et après, ça fait boule de neige. Donc ça, il faut y croire et moi, j'y crois. C'est de l'expérience. Alors, vous avez d'autres questions qui s'affichent également, je vous laisse répondre. Et Yann, je te laisse le mot de la fin. Merci Christelle. Oui, et comme ça, tu feras le sondage. Voilà, alors moi, en tant qu'organisateur de cette conversation, je n'ai pas le droit de répondre au sondage, mais bon, je vous laisse deviner la réponse. Si j'ai trouvé cette conversation intéressante, voilà, j'avais hâte de poursuivre ce qu'on avait commencé à ouvrir comme conversation lors de notre dernier TEDx à Pointe-à-Pitre. Et j'étais très heureux qu'on puisse approfondir les sujets, qu'il y ait eu de nombreux participants qui soient venus poser des questions aussi bien autour de l'engagement citoyen que de l'action associative de Plus belle la rue, mais aussi des questions autour de l'urbanisme, du comment vivre, mais pas uniquement de la façon d'habiter, mais aussi du comment habiter. Voilà. Donc, j'espère que toutes ces questions, tous ces éléments de conversation vous auront incité à prendre votre baguette magique et à aller agir concrètement sur le terrain. Et puis Sylvie, Christelle, toute l'équipe de l'effet papillon, tous nos auditeurs, écoutez, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour les prochains TEDx Conversations qui vont égrener les jours à venir de cette période confinée un petit peu perturbée, et en espérant bientôt pouvoir de nouveau retrouver tout le monde dans une salle de spectacle pour pouvoir organiser le prochain TEDx en live. Super. Merci Sylvie. Ben, merci à vous et Merci beaucoup, merci Sylvie. à tous les participants. À très bientôt. À très vite. Au revoir. Au revoir.